Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Pour ce nouvel épisode, dans le bunker d'analyse de films ou de séries de guerre, ou en tout cas qui ont trait au monde militaire, alors ici on étend peut-être un peu les limites du monde militaire, encore qu'il y a bien des militaires et des uniformes présents à l'écran, mais de manière peut-être un peu fictionnelle et fantasmatique, on en reparlera. Pour parler donc de ce film de 1983, film culte s'il en est, qu'est War Games de John Badham, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Stéphane Taillat, maître de conférences, enseignant à l'Académie militaire de Saint-Cyr Coët-Quidan, auteur récemment au PUF de la cybersécurité en Amérique, puissance et vulnérabilité à l'ère numérique, pour lequel vous êtes passé dans le podcast il n'y a pas longtemps. Et donc déjà, bonjour, bienvenue à nouveau, merci d'être dans le collimateur. Merci pour cette invitation. Et c'est un peu un spin-off de la précédente discussion qu'on a eue ensemble, puisque c'était une discussion qui avait trait évidemment à votre livre, mais qui racontait la montée de la prise de conscience, de la prise en compte de la cybersécurité aux États-Unis, notamment dans l'appareil sécuritaire américain. Et de ce point de vue-là, il y a un passage qui est consacré à ce War Games de 1983. Je peux donner très rapidement le casting. C'est donc de John Badham, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le réalisateur du légendaire Saturday Night Fever quelques années auparavant. Il y a dans les personnages principaux Matthew Broderick et Ali Sheedy. Matthew Broderick qui a 21 ans, mais qui en joue un garçon de 15 ans de manière pas réaliste, pas crédible que ça d'ailleurs. Et c'est un film qui est crédité pour être un des premiers films un peu légendaires pour les hackers, pour en tout cas ce panorama de l'informatique aux États-Unis et de la cybersécurité pour des raisons de prise de conscience, aussi parce que c'est un objet pop, c'est un film qui a bien marché, qui a reçu des prix et qui est plutôt un bon film. Je vais dire qu'il se revoit assez plaisamment. C'est un film très années 80, hein, c'est en termes d'esthétique, pour tout un tas de raisons, mais c'est tout à fait agréable en fait. Et avec un pitch que je vais résumer très sommairement, mais qui est un adolescent dans sa chambre avec un ordinateur, un personal computer, mais les tout premiers personal computers, qui fonctionnent encore avec des disques mous qu'on insère dans des machines avec des modems vraiment... c'est tout à fait de l'archéologie de l'informatique, c'est très plaisant à voir, à revoir, et qui se retrouve à hacker plus ou moins le NORAD, c'est-à-dire c'est l'organisme qui s'occupe de la défense aérienne des États-Unis, et qui est pas loin de de créer une guerre thermonucléaire, puisqu'il envoie une simulation dans le système du NORAD, ce qui déclenche tout un système, toute une série de conséquences, et qu'ils se mettent en alerte comme si l'URSS attaquait avec des armes nucléaires. Mais alors là, c'est vraiment très résumé à la truelle, mais peut-être je vais vous laisser la parole, et puis surtout vous laisser... Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce film ? Pourquoi est-ce que c'est un film qui est intéressant à revoir encore aujourd'hui ? Alors, si je voulais être taquin, je dirais que ça me rappelle mon enfance, mais j'étais quand même très jeune quand même à la sortie de War Games. Non, il y a l'esprit années 80, mais surtout, on y voit véritablement c'est les deux univers qui se rencontrent, puisque c'est effectivement, comme vous l'avez dit, l'émergence de la figure du hacker dans la culture populaire. Alors que jusqu'ici, c'est vrai que les hackers existaient, mais voilà, c'était surtout entre eux. Et puis l'autre univers, c'est l'univers guerre froide, fin de la guerre froide, et surtout ces moments très tendus des années 80, où vous avez les négociations sur les armes à portée intermédiaire en Europe, les fameux euromissiles. Donc ça, on retrouve vraiment tout ça dans le film. Et puis l'autre aspect, c'est un film d'adolescent. C'est vraiment, ça lance cette mode des films d'adolescents qu'on va voir à l'époque. Avec des lycéens ou voire des collégiens qui arrivent à surmonter un certain nombre de défis, etc. Alors, on peut dire que effectivement, en termes de chronologie, ça arrive à un moment intéressant. C'est vraiment les années Reagan, et on va voir que la personnalité de Ronald Reagan n'est pas indifférente dans le succès de ce film. Et puis, c'est un moment, oui, de remonter, je ne sais pas si on peut dire de la conflictualité latente, mais en tout cas des tensions entre États-Unis et URSS, avec la posture réganienne qu'on connaît, extrêmement agressive vis-à-vis de l'URSS, même si on l'a souvent un peu exagéré.
Donc, de ce point de vue-là, comment est-ce que ça s'insère, disons, dans le dispositif de la dissuasion et puis plus généralement de la guerre froide dans ce début des années Reagan, puisque Reagan arrive, je rappelle, en 80, et là c'est 83 pour la sortie du film, mais il est écrit peu de temps auparavant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, les auteurs, enfin surtout les deux scénaristes, donc Lawrence Lasker et puis William Parks, n'ont pas forcément vu ça, mais ça arrive dans le contexte où Reagan s'est lancé dans l'intensification de la guerre froide. Et on a notamment son discours de mars 83 sur la Strategic Defense Initiative, donc la fameuse guerre des étoiles. Donc l'idée qu'on va pouvoir automatiser la réponse finalement à la menace soviétique, à la menace nucléaire soviétique. On pourra donc annuler finalement la capacité de représailles soviétique. Et dans ce discours de Reagan, il y a vraiment aussi un appel tout à fait volontaire de la part de Reagan à justement la culture populaire de science-fiction. D'ailleurs, au passage, les débats qui vont avoir lieu au Congrès dans l'opinion publique sur les SDI vont mettre en jeu, y compris des auteurs de science-fiction, comme Arthur C. Clarke par exemple ou Isaac Asimov. Et donc le film arrive avec finalement un petit peu ce contexte, parce qu'on voit aussi, alors c'est pas de la science-fiction parce que ça existe, mais on voit effectivement ici comment le fait d'automatiser finalement la défense ou la guerre nucléaire présente en réalité un certain nombre d'obstacles. Alors donc c'est un film qui est finalement relativement critique par rapport à cette posture guerre froide, mais en même temps, paradoxalement, Reagan adore. Et ça, effectivement, ça s'explique parce que pour Reagan, en réalité, la Strategic Defense Initiative, la guerre des étoiles, c'est aussi un moyen pour lui de mettre fin, en réalité, à cet équilibre de la terreur, à cette destruction mutuelle assurée que lui trouve, à titre personnel, immorale. Et donc, il faut effectivement dépasser ça. Alors, on peut peut-être redonner tout le début du film. Je me souvenais pas, en fait. En le revoyant, je me suis dit, en fait, je me souvenais que de la première heure. C'est marrant parce que... En gros, le début, d'ailleurs, le point de départ est intéressant, c'est ils font un test. Alors, personne ne sait que c'est un test de déclenchement d'une guerre nucléaire. Et ils s'aperçoivent qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont censés donc lancer les ICBM, enfin lancer la riposte nucléaire américaine, qui n'appuient pas sur le bouton. Pour plein de raisons différentes, enfin en tout cas au moins par scrupule, et que du coup l'humain ne fonctionne pas exactement, enfin disons les opérateurs ne sont pas un simple maillon dans la chaîne ou un simple rouage dans la machine, et que c'est une petite incertitude qui en fait leur pose problème du point de vue de leur théorie de la dissuasion, qui est que en fait si on donne l'ordre il faut que ça parte, et donc ils les remplacent par une machine. Machine, alors on en reviendra sur la machine parce que à plein des égards ça travaille le thème de l'intelligence artificielle, et donc la revoir aujourd'hui, revoir ce film aujourd'hui, c'est tout à fait intéressant. Et donc l'idée c'est quand même que du coup il y a un programme informatique qui est implémenté à la place, en lieu et place de là où il y avait des humains, et que du coup du point de vue du décideur ça va bien mieux marcher. Et entre donc le thème assez connu, mais donc l'humain est certes une faille potentielle, mais la machine est aussi une faille potentielle, puisque elle peut aussi se dérégler toute seule, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, ça pose la question qu'on pose déjà à l'époque. Effectivement, dans quelle mesure on peut automatiser, dans quelle mesure faut se passer du facteur humain. Alors, voilà, le facteur humain vu comme vulnérable. Et on note d'ailleurs dans le film que finalement, il y a un débat qui va aussi opposer militaires et scientifiques, puisque on voit que le général qui commande le NORAD, lui, finalement, il se sent personnellement insulté qu'on puisse remplacer ses hommes par une machine. Et il considère que la machine en question est aussi en réalité une vulnérabilité, parce que ce n'est qu'une machine. En fait, on retrouve tout un débat qui existe déjà finalement dans la réflexion stratégique américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est justement déjà les limites finalement de l'automatisation et comment s'articule finalement l'homme avec la machine. Et le film effectivement lui tranche en disant en fait non, il faut pas faire confiance aux machines, il faut garder l'homme dans la boucle. Pour le coup, ça ferait très plaisir au ministère des Armées aujourd'hui, parce que c'est tout à fait raccord avec la position de la France. Et derrière joue aussi tout le thème finalement l'immoralité de la guerre nucléaire, puisqu'en effet tout le film présente la guerre nucléaire comme un jeu. Finalement c'est ça aussi, le fait qu'il a l'impression de jouer, parce que ça fait partie de la liste des jeux que propose l'ordinateur, alors que ça n'est pas un jeu, ça n'est pas quelque chose qui peut être résolu par des équations ou par la fameuse théorie des jeux. Alors j'ai pas trouvé d'éléments là-dessus, mais je pense que War Games
au-delà du fait que ça fait référence évidemment aux jeux sérieux de ce type-là, Wargame, c'est aussi une réflexion autour de l'application de la théorie des jeux et de toutes ces théories un peu rationalistes qui prétendent contrôler finalement les crises nucléaires, qui prétendent dire finalement les décideurs politiques, militaires, ils vont avoir le contrôle. Sauf que le film montre que ce contrôle, il est effectivement difficile à faire dans un contexte humain, parce que l'humain, effectivement, il hésite. Dans la première scène du film, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut pas tourner la clé à la fin, dans la dernière étape, parce qu'il veut pas avoir des morts sur la conscience. Le problème, c'est que la machine, en éliminant le facteur humain, n'élimine pas la complexité de la guerre, et notamment le fait que ce qu'on voit à travers les écrans n'est pas forcément la réalité. C'est aussi ça que nous dit Wargames. Ces gens derrière leurs différents écrans radars ou leurs écrans d'ordinateur, finalement, sont trompés par la machine. Toute une série de réflexions, effectivement, qu'on retrouve aujourd'hui avec l'IA, mais qui, à l'époque, s'inscrit vraiment dans cette réflexion sur la moralité ou l'immoralité de la guerre nucléaire, qui ne peut pas être réduite à des jeux et à une équation. Ouais, avec par ailleurs alors, on peut dire, c'est intéressant, parce que c'est vraiment des problématiques très IA, parce que cette machine... le problème de cette machine, c'est qu'elle apprend. C'est comme ça qu'il le présente. En tout cas, c'est une machine qui... j'avais l'impression de revoir des discussions que j'ai eues autour de l'IA sur, voilà, en fait, c'est une machine qui joue des parties contre elle-même, et qui, du coup, en jouant un nombre infini de parties comme elle-même, contre elle-même, elle va finir par aboutir à des modèles qui sont supérieurs et à pouvoir tout prévoir à l'avance. Et du coup, c'est ça vraiment le fondement de l'inquiétude, mais on est en 1983. Hein, et alors, mais là où c'est intéressant aussi, c'est que ça renvoie vers un monde qui est un peu disparu, mais que ce film documente de manière plaisante, qui est ses premiers temps du hacking, enfin ses premiers temps de l'informatique, avec ses premiers temps des intrusions, puisque c'était l'époque où il y avait des intrusions, effectivement, dans les systèmes sécurisés. Tout le monde n'allait pas dans les systèmes sécurisés du NORAD, mais ça existait, des hackers, littéralement, qui bidouillaient et qui... Alors là, ce qui nous est présenté, c'est grâce à, en fait, en scammant un numéro de téléphone. Enfin, en gros, ils cherchent une compagnie qui fait des ordinateurs, et donc il fait un truc qui se faisait vraiment à l'époque, hein, c'est on compose tous les numéros dans une certaine zone géographique, et on le fait automatiquement par l'ordinateur, et on réussit à entrer dans la machine par le signal. Donc, Photovision, I have you now. ce côté-là est, de ce que j'en ai lu, tout à fait hyperbolique, mais reste le fait que, à cette époque-là, il n'y avait pas une différence folle de technicité, disons, entre l'informatique militaire et les zones sécurisées, etc., et ce qu'étaient capables de faire des hackers dans leur chambre avec une bécane un peu puissante. Et c'est ça aussi que ça montre, c'est-à-dire cette époque-là où, dans le fond, l'informatique étant un peu balbutiante, il y avait vraiment des ouvertures pour des amateurs qui, d'ailleurs, souvent deviendront après des professionnels de l'informatique. Oui, tout à fait. C'est l'âge d'or en fait de ces jeunes hackers qui vont exploiter justement cette réalité que vous venez de décrire. C'est-à-dire que en fait, au départ, on a un réseau qui est un réseau qui est fait pour relier des ordinateurs d'université, mais sur lequel se greffe aussi effectivement le réseau, en l'occurrence ici du NORAD. Alors c'est intéressant en raffinant le scénario du film, les scénaristes ont consulté un chercheur de la Rand Corporation qui s'appelle Willis Ware. Il ne savait pas qu'il travaillait au board scientifique de la NSA. Et c'est Willis Ware qui leur dit non mais en fait effectivement normalement le système il est censé être relativement fermé et sécurisé, mais de fait parce qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui travaillent de chez eux, on laisse des ports ouverts et donc en fait on peut y accéder de l'extérieur. C'est ça aussi qui va leur donner l'idée d'un hacker qui à l'extérieur va tenter d'accéder avec cette méthode qu'on appelle à l'époque le Demon Dialing, qui est devenu après le War Dialing à cause de Wargame, hein, le fait de composer tous ces numéros-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est après le film, alors
il y a peut-être pas de lien d'ailleurs linéaire ou en tout cas de causalité directe, mais en tout cas c'est dans les années qui suivent le film que le Pentagone va se dire en fait il faut peut-être diviser le réseau en deux. Il faut peut-être avoir un réseau civil géré par la Fondation nationale des sciences publiques, et puis un réseau militaire, le Minnet. Alors le nom n'est pas resté parce que Minnet, c'était peut-être un peu trop transparent, mais enfin bref, qui lui serait effectivement sécurisé. Mais jusque-là, effectivement, jusqu'en 84-85, on n'a qu'un seul réseau, et donc en théorie, on peut y accéder. Et ça nous rappelle une chose, c'est que initialement, la question de la sécurité de l'information dans le domaine donc de l'informatique et puis ensuite des réseaux numériques, c'est pas une question qui est posée sous l'angle de est-ce qu'on peut prendre le contrôle ou pas d'une machine qui risque de déclencher la guerre nucléaire. Ça va venir avec justement avec Wargames. Ça va être vraiment la prise de conscience politique qu'il y a une infrastructure et qu'il faut la protéger. Mais la question elle est plutôt posée sous l'angle de tiens, on a des ordinateurs et désormais ils sont à temps partagé. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme avant les micro-ordinateurs, on a des grosses machines qui sont extrêmement coûteuses. Du coup, il y en a peu. Et donc, il y a plusieurs utilisateurs qui vont dessus. Comment on fait pour garantir la confidentialité, finalement, des données entre les différents utilisateurs? Donc, c'est vraiment sous cet angle-là qu'on y réfléchit, pas du tout sous l'angle d'un réseau qu'il faudrait protéger d'intrusion extérieure. Alors qu'en fait, il y a déjà plein de tentatives. Peut-être pour terminer sur ce point, le film, il a fait des émules. Parce que comme il a fait rentrer, finalement, il a popularisé le hacking comme une espèce d'activité fun, sympa. Ce qu'elle était déjà, mais dans des milieux vraiment très limités, là, elle a vraiment popularisé. Vous avez eu du coup des lycéens ou des étudiants qui ont tenté le coup. Notamment, il y avait un fameux groupe qu'on a appelé les 414, du nom de l'indicatif téléphonique de la région où ils étaient. Alors, je sais plus exactement où est-ce que c'était, mais qui cherchait à s'introduire sur les réseaux du Pentagone, donc d'imiter en quelque sorte ce que fait David Lightman, le personnage joué par Matthew Broderick. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, au Pentagone, on se dit c'est un État-nation. C'est les Russes ou éventuellement c'est un État voyou. Et c'est quand on se rend compte que c'est effectivement des hackers qu'on se dit là, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être pour terminer sur ce point, le fait justement d'évoluer, faire évoluer le piratage vers quelque chose qui est lié à des collégiens, des lycéens, des étudiants, ça explique aussi peut-être pourquoi la première législation qui va se mettre en place en 86 pour essayer de criminaliser ou de pénaliser le piratage informatique, donc en 1986, c'est une législation qui va effectivement traiter ça comme en gros de la délinquance. C'est pas sérieux, quoi. Donc vous voyez, il y a un décalage entre le côté on va pirater un système qui en soi est, en tout cas dans le film c'est sérieux, mais il manque de déclencher une guerre nucléaire, même si la réalité évidemment est un petit peu différente, et le fait qu'on est face à des adolescents un peu perturbateurs et qu'il va falloir un petit peu discipliner. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que le film montre. On voit à un moment un agent du FBI qui explique que en gros David Lightman est un lycéen qui un underperformer, voilà, il a pas de bonnes notes, mais il est brillant. Il est socialement un peu bizarre. Il passe sa journée à jouer sur des machines d'arcade. Et donc c'est une recrue toute trouvée pour les Russes, enfin pour les Soviétiques. Donc à leurs yeux, évidemment, c'est forcément un espion soviétique qui peut pas travailler tout seul. Et puis, je vais simplement dire, c'est aussi un truc qui documente quelque chose qu'on voit rarement, mais à quoi ça ressemble le hacking par signal à l'époque, qui est notamment un hacking par signal audio. Enfin, c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à se représenter aujourd'hui avec les protocoles informatiques tels qu'ils existent. Les plus âgés des auditeurs, enfin ceux de ma génération en tout cas, se souviennent sans doute que en fait c'était ce qu'on faisait pour se connecter à Internet, c'était un modem et il y avait un bruit qui faisait ça et qui permettait l'accession au réseau. Et c'est intéressant parce que là ce qu'on montre c'est non seulement ça, mais aussi plus généralement il y a plein de petits moments de hacking, par exemple quand il essaye de booster une porte automatique, où en fait c'est par un signal audio on permet de déclencher un signal et on permet de déverrouiller une porte. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est complètement obsolète, évidemment, mais en même temps, ça dit quelque chose de ce que c'était que l'électronique à cette époque-là. Enfin, vraiment, c'est pour tous les gens qui ont, moi, en l'occurrence, ma génération, on arrivait vraiment à la fin de cette génération-là de l'informatique, mais ça donne une petite technicité et ça rappelle ce que c'est qu'un signal qui est pas inintéressant du tout. Faut peut-être dire que c'est aussi un film qui a une postérité politique, en tout cas c'est ce qu'on raconte, notamment vis-à-vis de Ronald Reagan. Alors ça, en lisant une histoire orale autour du film, j'ai appris que Ronald Reagan a été une des premières personnes à voir le film, parce qu'apparemment ils ont fait une projection à Camp David
Ouais. au moment de la sortie, parce que un des scénaristes, donc Lawrence Lasker, avait des connexions avec Ronald Reagan. Ouais, en fait, Et- sa maman était une actrice très connue de l'âge d'or, donc contemporaine de Reagan, et donc c'était des amis proches, effectivement, ouais. Et la légende que d'ailleurs vous citez dans le livre, dont vous mentionnez que c'est difficile de tirer au clair si c'est vrai ou pas, c'est que Ronald Reagan serait allé voir ses généraux, en tout cas son appareil de sécurité, en leur demandant est-ce que c'est possible ce qui se passe là dans le film. Et enfin voilà, une manière pas inintéressante dont la fiction revient et influence le réel à un niveau supplémentaire, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, alors c'est difficile à documenter. Il a vu le film, c'est sûr. Ça l'a marqué, c'est sûr, parce qu'il en parle quelques jours après lors d'une réunion avec effectivement des représentants des deux partis du Congrès et avec effectivement des représentants du Conseil de sécurité nationale, dont le chef d'état-major des armées. En revanche, il est difficile de savoir s'il a effectivement posé cette question. Probablement pas pendant cette réunion, mais il a dû le faire parce qu'effectivement, s'est enclenché un processus qui a conduit à une directive de sécurité nationale, donc présidentielle, l'année suivante, qui a essayé de faire un truc peut-être un tout petit peu osé dans le contexte américain, c'est de donner la responsabilité à la NSA de protéger tous les réseaux informatiques américains. Alors, il n'y avait pas beaucoup de réseaux informatiques à l'époque, mais en fait, ce qui était embêtant, c'est de donner à un service de renseignement la responsabilité de protéger les communications. Il y a quelque chose d'assez quand même gonflé de la part de Reagan, et donc effectivement très logiquement le Congrès effectivement a laissé tomber les choses. Et c'est intéressant parce que ça nous montre comment Reagan, c'est quelqu'un qui on en avait discuté lors de la précédente émission. Effectivement, il va beaucoup s'inspirer de films, et il va beaucoup aussi s'appuyer sur des films pour expliquer ou justifier ses choix politiques. Et ça va colorer en quelque sorte sa vision du monde. Et c'est assez intéressant de voir que, au-delà de l'aspect guerre nucléaire, qui renvoie directement à son programme Strategic Defense Initiative, même si c'était pas explicite pour les producteurs et les réalisateurs du film, il y a vraiment cet aspect hacking qui va lui faire prendre conscience que probablement il y a effectivement ici une vulnérabilité qu'il faut corriger. Mais en tout cas, il y a une part d'ombre encore dans cette histoire que je trouve intéressante. Merci beaucoup Stéphane Taillat. Donc je vais rappeler les références de votre ouvrage de la cybersécurité en Amérique, puissance et vulnérabilité à l'ère numérique, paru il y a quelques mois maintenant au PUF. Merci beaucoup. Merci beaucoup.